Je le disais, le dossier va s'intéresser à la notion d'économie en Amérique du Sud, d'économie du football en Amérique du Sud. Je vais essayer de pas trop vous noyer dans les chiffres, mais il va y avoir forcément quelques chiffres que je vais donner. J'ai essayé de synthétiser, je vais pas y aller pays par pays, sinon c'est interminable. Et justement, là, pour le coup, je vais véritablement vous noyer dans les chiffres. Donc ce n'est pas l'idée. On va parler de tout cela. Et pourquoi on va parler de tout cela? Parce que c'est vrai que très souvent, que ça soit dans les lives de Lucarno Posé, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit parfois même par mail, on me demande, ou on nous demande, hein, à tous ceux qui sont à Hello, de comparer nos championnats, de dire bah, ça vaut quoi ça vaut quoi, par exemple, le championnat d'Argentine par rapport à la Ligue 1 et tout. Et à chaque fois, cette réponse terrible, c'est je suis désolé, on ne peut pas comparer, je ne sais pas. Et pourquoi? Parmi les éléments, il y a plein d'éléments, et il y a un élément forcément économique, et c'est pour cela que je veux insister un petit peu là-dessus. Et justement, je vais commencer par poser quelques points qui, justement, vont vous permettre de poser des repères et permettre surtout d'expliquer déjà en quelques mots pourquoi il n'est pas possible de comparer les championnats sud-américains avec tout ce que vous connaissez, tout ce que nous connaissons en Europe. Et je le disais, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je vais vous en donner quelques-uns quand même qui sont importants pour que vous compreniez et que vous mesuriez la chose. Et on va s'intéresser, donc je le disais, juste aux aspects économiques. L'année dernière, Peñarol est allé en demi-finale de la Copa Libertadores. On a tous suivi cette épopée. On a tous rêvé d'un River Peñarol en finale parce que ça aurait été absolument magnifique pour la symbolique. Ça n'a pas été le cas, mais Peñarol est allé en demi-finale, a éliminé notamment Flamengo au cours de son parcours. Bref, le budget de Peñarol en 2024 donc a été publié, a été rendu public a été publié par le groupe Ovation qui est un média, le grand média uruguayen, pardon. Le budget de la saison de Peñarol l'année dernière est de 23 millions d'euros. J'essaye de vous donner les chiffres en euros, comme ça on peut comparer. 23 millions d'euros en 2023-2024. Si on le met sur une perspective européenne, si on le met sur une perspective française, l'année dernière, la saison dernière, donc, c'était le budget de Clermont qui a fini dernier de Ligue 1. Voilà, ça vous donne un premier point de comparaison. On parle de Peñarol, on va dire c'est l'Uruguay, c'est parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent en Uruguay. On va aller du côté de l'Argentine. Je parlais de Boca il y a un instant. L'année dernière, le budget de Boca a été, il est public, il est connu. Les comptes de Boca sont publics. Je mettrai le lien dans la description. Le budget de Boca a donc été publié en même temps que les comptes du club. Le budget est d'environ 32 millions d'euros. Ça veut dire que l'année dernière, en 2024, le budget de Boca est inférieur à celui du Havre, qui était 15e de Ligue 1. Le Havre, c'était 35 millions d'euros de mémoire. Bref, dernier chiffre. Et vous allez voir à quel point c'est encore plus fou. Independiente del Valle, un club dont on parle absolument tout le temps, beaucoup, forcément, énormément, parce que c'est un club qui est en train de créer l'Équateur d'aujourd'hui, qui a des succès continentaux, de Sudamericana notamment. Bref, l'année dernière, en 2024, donc, le budget d'Independiente del Valle, c'est 8,5 millions d'euros. Le plus gros budget du championnat d'Équateur, c'est Barcelona, c'est 12 millions d'euros. À titre de comparaison, vous me dites, ouais, mais tu es en train d'aller sur les petits et les petits. Très bien, je vais vous donner un gros. Le budget de Flamengo, par exemple, l'année dernière, en 2024, donc, était de 185 millions d'euros. À l'échelle, c'est ça, exactement, Red. J'ai pas osé le dire. Independiente del Valle, c'est Bordeaux en National 2. Bref. Le budget de Flamengo l'année dernière était de 185 millions d'euros. Si vous placez économiquement parlant Flamengo en Ligue 1, vous êtes 5e du championnat, entre Monaco et Lens, concrètement. Voilà. Vous êtes donc Flamengo, qui est le club le plus puissant d'Amérique du Sud en termes économiques, et donc 5e de Ligue 1. Et quand vous savez à quel point la Ligue 1 pèse économiquement parlant en Europe, voilà, ça vous replace un petit peu tout cela. Ça, c'était ces repères, ils étaient importants. Je sais que j'ai donné des chiffres, c'était un peu... voilà, mais il va y en avoir quelques-uns à chiffres. Mais c'est important quand même de parler de tout cela. Et c'est aussi un élément de base quand vous voulez commencer à essayer de comparer, à essayer de trouver... Et je comprends, c'est naturel de vouloir essayer de trouver des repères. Mais ce point-là est important. Ajouter à cela, avec n'importe quelle grande ligue européenne, ça c'est normal qu'on puisse comparer, mais ajouter à cela les contraintes géographiques dont on parle parfois. Quand vous jouez la Libertadores, vous pouvez très bien aller vous retrouver en milieu de semaine, aller jouer à La Paz ou aller jouer maintenant à El Alto, à 4000 mètres d'altitude.
en plein milieu de la semaine, les contraintes logistiques, donc que cela impose en termes de déplacement. On ne voyage pas en première classe en Amérique du Sud, on voyage en charter. Parfois, on voyage en bus parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans le pays, on n'a pas le droit de survoler le pays. C'est des choses comme ça. Les équipements, parler des stades il y a un instant. Donc voilà, vous voyez, tout cela, c'est quand même assez compliqué. Mais nous, on va rester focalisé sur l'aspect économique. Vous voyez que les budgets sont quand même faméliques. Et tu le salues à toi, Florenzi, mais 185 millions, la dinguerie. Et on parle du plus gros club en termes économiques d'Amérique du Sud. Hein. On est loin devant tout le monde. Et vous voyez donc, économiquement parlant, tout cela est très précaire. Alors, justement, économiquement parlant, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'un club en Amérique du Sud, quels sont les leviers pour qu'un club génère de l'argent en Amérique du Sud? Et vous allez voir pourquoi cette économie-là est extrêmement précaire et surtout dépendante. Grossièrement, un club de foot, c'est un petit peu partout comme ça dans le monde, hein, vous allez me dire. En Amérique du Sud, il a quand même des petites spécificités. Il a 5 principales sources de revenus. Ses performances sportives, ses sociaux et sa billetterie, on va les mettre ensemble. Il n'y a pas de notion de sociaux, par exemple, chez nous. Mais bon, voilà, les sociaux et la billetterie, les droits télé, les revenus commerciaux qu'il génère, vente de maillots, marketing, tout ce que vous voulez, l'image, et les transferts. Concrètement, ce sont ces 5 points-là. Alors, on va regarder, juste comme ça, la prime de résultat. Donc, ce que les clubs touchent concrètement quand ils participent aux compétitions nationales ou internationales. Et justement, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous voyez à quel point la comparaison est extrêmement compliquée. Je vais vous mettre une image, elle va faire plaisir à absolument tous les Lyonnais. Vous avez forcément vu cette image-là quand Botafogo a décroché la dernière Libertadores, cette photo de John Textor avec son chèque de 23 millions de dollars directement dans les caisses d'Eagle. On va pas entrer dans le détail sur la façon dont est géré Eagle. 23 millions de dollars, ça fait un petit peu plus de 22 millions d'euros, concrètement. Bref, gardez bien en tête, le vainqueur de la Copa Libertadores a gagné 23 millions d'euros. À titre de comparaison, la saison dernière, uniquement la participation, le fait juste d'aller en phase de groupe de la Ligue des Champions rapportait déjà 15,6 millions d'euros. Voilà. Si vous voulez savoir à peu près combien Botafogo a gagné l'année dernière en remportant la Libertadores, sachant qu'en plus, parce que derrière il faut ajouter les primes, etc., il n'y a pas de prime de participation au groupe quand vous êtes en Copa Libertadores. Par contre, vous prenez 1 million de dollars par match. Voilà, concrètement. Et il y a un bonus de 300 000 dollars américains, les dollars, de 300 000 dollars par victoire. Bref, Botafogo, l'année dernière, a accumulé 32 millions d'euros pour avoir gagné la Libertadores. Je vous laisse essayer de mesurer combien le Real a gagné en décrochant la Copa, la Champions League. Bref, bon. Reste que, et c'est pour le coup, c'est pas vrai, c'est pas faux, parce qu'Alejandro Dominguez insiste tout le temps sur la notion de prime qui augmente chaque année pour les compétitions de la CONMEBOL. 32 millions d'euros, c'est pas mal quand même à l'échelle continentale. Rappelez-vous les budgets que je vous ai donnés, c'est vraiment pas mal. Mais alors on va regarder à l'échelle locale, parce que là vous allez voir, parce que tout le monde déjà ne gagne pas la Libertadores ou ne joue pas la Libertadores. Donc comment fait un club qui ne joue pas la Libertadores? Le vainqueur du championnat du Brésil, par exemple, lui gagne 10 millions de dollars. Donc ça fait à peu près 9 millions et demi d'euros. Et c'est une exception. Je disais, le Brésil, c'est le championnat le plus puissant économiquement parlant. Parce que si vous regardez ailleurs, je vais vous donner les chiffres, accrochez-vous, notez-les bien, ça pique très fort. Le vainqueur du championnat d'Équateur gagne 1,2 million de dollars, donc en gros 1 million d'euros. Le vainqueur en Bolivie et en Uruguay, 1 million. En Colombie, 750 000 dollars. On parle de dollars américains. Au Pérou, 650 000. Au Chili, 600 000. Au Paraguay, 540 000. Vous me dites, Nico, t'as pas donné l'Argentine. Le vainqueur du championnat d'Argentine, Vélez, l'année dernière, a gagné 500 000 dollars américains. Un demi-million. À titre de comparaison, au Brésil, celui qui va remporter le championnat le Paulista, le championnat d'État de Sao Paulo, va gagner 1,6 million de dollars. Il va gagner donc 3 fois plus que le champion d'Argentine. On parle d'un championnat d'État. Et si vous voulez d'autres comparaisons comme cela, le vainqueur de la Kings League de Gérard Piqué gagne 1 million de dollars. Voilà, donc le champion d'Argentine gagne la moitié, tout simplement. Pour vous donner d'autres repères, et vous voyez à quel point les entrées d'argent par rapport aux primes de compétition sont faméliques. Pour vous donner un autre élément de repère, le champion de France de Ligue 2 l'année dernière a touché 2,3 millions d'euros. Le champion de France de Ligue 2 touche 2,3 millions d'euros. Celui de Ligue 1, non, c'est cette année, peut espérer 22 millions d'euros. Comparé, et vous avez comme ça. Et vous voyez aussi, par exemple, que le champion de Ligue 2 touche plus que 9 des 10 championnats sud-américains et au moins 2 fois plus que les 10 autres championnats sud-américains. Donc vous comprenez que déjà,
quand vous participez à une compétition continentale, vous allez forcément la prioriser parce qu'elle va vous rapporter largement plus que la participation à votre championnat. Vous commencez maintenant à mesurer pourquoi certains clubs argentins, dès que la phase de groupe de Libertadores démarre, ils se focalisent plus sur les matchs de phase de groupe que sur les matchs de championnat, parce que une victoire, un match de groupe de la Libertadores, c'est $1 million, c'est 2 fois plus que s'ils sont champions d'Argentine. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi ça priorise certaines compétitions, pourquoi du coup ça a des répercussions sur les compétitions locales. Et donc vous comprenez que concrètement, les compétitions nationales ne sont clairement pas un levier pour générer du revenu pour les clubs. Alors il va en rester 3 principaux. Je vais mettre de côté un petit peu la notion de marketing et commerce et activité commerciale parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que les 3 principaux leviers, ce sont ce qui est sociaux et billetterie, les droits télé et les transferts. Pour vous donner une idée, en 2023, sociaux et billetterie en Argentine, ça représente 1/3 à peu près des revenus que génère un club. Que génère le club. Les droits télé représentent 17% et les transferts représentent le quart. C'était en 2023, hein. Ça ne cherche qu'à augmenter. Alors, en enchaînant plusieurs qualifs en Libertadores, disons que tu génères de l'argent. Tu génères beaucoup plus d'argent que si tu te bats tranquillement pour ton championnat. Ça, c'est d'accord. Ton modèle économique, ton modèle peut tenir, comme tu le dis, comme tu le sous-entends, que si tu participes chaque année à la phase de groupe de la Libertadores, qui est le cas de River par exemple, tu te mets bien financièrement. D'ailleurs, River est le club qui va le mieux en Argentine financièrement, et c'est pour cela qu'ils sont en train de mettre beaucoup d'argent sur les transferts, parce qu'ils se mettent très bien. Mais voilà, on parle de River, là je vous ai mis une image de Boca. Ces clubs-là ont énormément de sociaux, donc les sociaux rapportent beaucoup. Par exemple, à Boca, l'ensemble de l'argent généré par les sociaux et la billetterie permet en gros de couvrir les salaires des joueurs. Je schématise, mais pas tant que ça en fait, si je fais le ratio. Ça ne veut pas dire que l'argent des sociaux sert uniquement à payer les joueurs, mais vous voyez ce que je veux dire. En valeur pure, c'est du même niveau. Totalement, Nostromo. Est-ce que la puissance économique du Brésil peut expliquer le fait que ces clubs ont empêché Libertadores de suite? Complètement. Parce que le modèle économique brésilien, et tu vas voir, je vais y revenir, parce que les leviers principaux, vous allez vite deviner, les relais principaux, ce sont les droits télé et les transferts. Et justement, on a parlé un petit peu de droits télé parce que vous imaginez que la plupart des clubs d'Argentine, d'Uruguay, d'Équateur, de Pérou, de Chili ont un certain nombre de sociaux, mais ils n'ont pas tous des sociaux dans la proportion d'un Boca ou d'un River. Quand vous êtes Defensa y Justicia, vous financez pas votre saison avec les sociaux, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc les deux énormes enjeux, les deux principaux leviers, ce sont les droits télé et ce sont les transferts. Et c'est pour ça que c'est important cette notion de droits télé. Et justement, c'est pour cela aussi que ces droits télé génèrent autant de tensions dans différents pays. Je l'ai évoqué la semaine dernière, le conflit qui oppose la fédération péruvienne avec le diffuseur 1190 Sport à propos des droits de télé. Il y a un conflit avec la fédération. La fédération a rompu le contrat et les clubs sont dans l'incertitude. Certains n'ont pas touché d'argent, ne sont même pas sûrs d'en toucher par rapport à ce qui était promis. Tout le monde se renvoie la balle entre la fédé et le diffuseur. Et le fait est que pour l'instant, les clubs sont en train de dire très bien, mais nous, si on n'a pas d'argent, on ne démarre pas le championnat. En Équateur, je parlais de ce qui s'est passé en Équateur. Il y a eu quand même une réduction des primes de diffusion. Le championnat, lui aussi, a changé d'opérateur. Il est passé de Gold TV à un autre opérateur qui s'appelle Xstream, et les chiffres ont baissé. Et voilà. Et donc, les droits télé deviennent un enjeu absolument essentiel, véritablement essentiel, mais vous allez voir quand même qu'ils sont assez minimes. Alors Filiussé, tu nous le dis, les droits télé brésiliens, le deal 2022-2024 est immense, effectivement. En gros, pour le Brasileirão, l'année dernière, jusqu'à la renégociation, ce dont j'aurais expliqué dans les news de la semaine, avec chacun qui va de son côté et qui a permis de générer un plus gros pactole, concrètement, les droits télé au Brésil, ça représentait à peu près 350 millions de dollars pour le Brasileirão l'année dernière. Maintenant, je vais vous le comparer avec d'autres pays, et c'est pour cela, et ça va permettre de rebondir sur ce que t'expliquais, Nostromo, sur est-ce que la puissance économique du Brésil explique le fait qu'ils ont empoché Libertadores. Oui, parce qu'elle est folle. 350 millions de dollars de droits télé juste pour le championnat du Brésil. À comparaison, l'année dernière, en Argentine, les droits télé pour le championnat, c'était 40 millions d'euros.
le président de Talleres, Andrés Fassi, c'est pas forcément l'homme le plus adorable du monde puisqu'il pousse vers les SAD, puisqu'on en a déjà parlé, hein, très proche de Milei et tout, donc dès qu'il peut taper sur la faille, il se gêne pas. Mais il a raison sur un point, c'est que les clubs de l'élite argentine, je rappelle ils étaient 28 l'année dernière, ils sont 30 cette année, ont touché à peu près 2 millions de dollars de droits télé l'année dernière. Et ça, on le retrouve dans les comptes de Boca. Si je vous mettrai le lien, quand vous cliquerez sur le lien, vous verrez les droits télé, ils sont à 2 millions de dollars à peu près, 2 milliards de pesos. C'est absolument terrible, c'est rien. Les droits télé en Argentine, c'est une paille, c'est rien du tout. Donc un club ne peut pas s'appuyer sur les droits télé. Et dans de nombreux championnats, les clubs sont égorgés à cause des droits télé parce qu'ils ne peuvent juste rien faire. Et donc, vous comprenez que les gros clubs ont un petit peu les sociaux pour justement, généralement, essayer de pouvoir survivre. Les droits télé, ils peuvent pas trop s'appuyer dessus. Les primes de compétition continentale, ça devient compliqué parce qu'à côté de ça, tu as un Brésil qui est ultra puissant, qui a les meilleurs joueurs, qui a en plus le plus grand nombre de clubs qui participent à la Libertadores, 7. Donc ça devient très difficile de faire des parcours. Et c'est en ça que Peñarol, financièrement parlant, s'est mis très très bien l'année dernière en faisant sa demi-finale de Libertadores. Et donc vous imaginez tout de suite que les autres sont dans une sorte de cercle vicieux absolument inexorable et inéluctable et qui ne fait qu'il n'y reste qu'un seul levier pour s'en sortir. Et ce levier, ce sont les transferts. Est-ce que dans tous les pays, les droits télé sont globaux ou certains ont des droits individuels comme le Mexique et le Portugal? C'est variable. Voilà, je parlais dans les news de la semaine, par exemple au Brésil l'année prochaine, les clubs se sont mis de manière, comment dirais-je, on se sont regroupés en 2 grosses associations, ils sont 11 d'un côté, 9 de l'autre pour la Serie A, et chaque association a géré ses droits télé comme il le veut. Il y a des pays où c'est global, je vois Pierre, par exemple, Pierre et la Colombie, pour l'instant c'est Winsport, mais on n'est pas sûr, le contrat se termine à la fin de l'année je crois, et il y a quand même des clubs, j'ai vu que Millonarios et l'Atlético Nacional étaient plus ou moins déjà en train d'être en pourparlers avec Disney+. Donc il y a possibilité peut-être que ça parte dans ce sens-là. Le Pérou, pendant un moment, chacun essayait de négocier chacun de son côté. Il y avait des contrats avec Gol TV, il y en a d'autres qui avaient basculé sur d'autres. Donc c'est un petit peu, c'est variable d'un pays à l'autre. Il y a pas c'est pas forcément un truc global. En Uruguay, c'est global, c'est Tenfield. Donc c'est voilà. Mais ça dépend, ça dépend des pays. Mais pour en revenir à ma discussion sur l'économie, sur les leviers économiques des footballs sud-américains, vous comprenez qu'il n'en reste qu'un, ce sont les transferts. Et c'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'il y a des études qui ont été publiées, et on y voit par exemple qu'entre 2014 et 2024, le Brésil et l'Argentine sont dans le top 5 des championnats qui ont le plus gagné d'argent via les transferts, donc sur la décennie. Argentine et Brésil sont à côté de championnats européens. Le Brésil a gagné près d'1,5 milliard de dollars, d'1,5 milliard d'euros, pardon. L'Argentine 1,3. Et tout le système, donc, en particulier pour les Argentins, les Brésiliens, en fait, ils arrivent à cumuler tous les avantages, parce qu'ils sont d'énormes droits télé, ils transfèrent beaucoup. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont un cycle vertueux. Les autres ont un cercle vicieux dans lequel il n'y a pas de droits télé. Les sociaux, c'est une part qui compte pour le tiers, mais qui n'est pas forcément extraordinaire. La commercialisation, il n'y en a pas vraiment, c'est difficile le marketing. Les droits télé, vous voyez, ils sont faméliques. Donc, il ne reste véritablement que les transferts. Et on va revenir sur un exemple, sur Independiente del Valle, je le disais, qui a été champion et qui est vraiment un modèle, et qui en plus, lui, s'est tourné vers la formation. Ils en avaient marre, entre guillemets, de dépenser de l'argent pour acheter des joueurs. Ils avaient, à une époque, consacré le tiers de leur budget dans leur centre de formation. Et ils sont gagnants pour le coup, parce qu'en 10 ans, si on prend les chiffres de Transfermarkt, si on cumule les transferts qui sont juste donnés sur Transfermarkt, il en manque probablement, en 10 ans, Independiente del Valle a gagné près de 112 millions d'euros. 112 millions d'euros, rappelez-vous le budget cette année, l'année dernière d'Independiente del Valle, c'était 9,5 millions d'euros. 8,5 millions d'euros, c'est quoi 10 ans de fonctionnement? Alors on est d'accord que ça marche pas comme ça, on transvase pas directement les transferts dans le budget, mais ça vous donne une idée. Et dans ces 112 millions d'euros, on n'inclut pas le transfert de ces 2 garçons que vous avez à l'image, que sont Kendry Páez et Justin Lerma. Il y en a pour environ 15-16 millions d'euros à eux deux. En d'autres termes, je le disais,
ces entrées d'argent en termes de transfert, ça permet au club de générer l'équivalent de 10 ans de budget. C'est pour cela que le club a réussi à construire son propre stade avec ses fonds. C'est pour cela qu'il rénove ces choses-là. Et il ne s'en sert pas pour recruter de nouveaux joueurs. Un petit peu, mais pas forcément là-dessus. Mais vous voyez à quel point tout est fragile. Parce que, comme le dit Pierre, ils ne peuvent plus retenir leurs meilleurs joueurs, comme le Diablito, comme Mastantuono, qui va partir. Ils sont obligés de signer ces joueurs-là, mais ils sont obligés de les produire. Et donc, on est lié à ça. Et il y a donc cette espèce de servitude par rapport aux puissants qui vont pouvoir leur donner de l'argent pour continuer à former des jeunes de demain. Et vous comprenez donc que dans ce football-là, dans ce football mondialisé, c'est pas un problème, la mondialisation du football. Le problème, c'est sa non-régulation. Et donc, vous comprenez qu'il est impossible pour la majorité des championnats sud-américains, tout simplement, de sortir de ce cercle. Ils ne peuvent s'en sortir qu'en vendant des joueurs, qu'en formant des jeunes et qu'en les vendant le plus vite possible, au meilleur prix possible. Et ça permet donc aussi à ceux qui ont de l'argent de continuer de garder les autres sous leur férule, de continuer de les contrôler et de continuer d'asseoir leur puissance en maintenant les autres dans cette précarité. Parce que le jour où ces clubs-là, le jour où Independiente del Valle ne vend plus de joueurs, Independiente del Valle n'a plus rien, n'a plus d'entrée d'argent, pas suffisante en tout cas, pour survivre avec son budget, ou en tout cas va devoir faire des coupes budgétaires. Et donc voilà, vous comprenez qu'on est toujours un petit peu là-dessus. Vous ajoutez à ça le fait qu'il y ait des filiales qui se montent un petit peu partout, bon ça on va là-dessus, mais vous comprenez aussi et surtout, et c'est vraiment l'objectif et le but de ce dossier, de vous faire comprendre que quand vous voulez découvrir ces championnats-là, quand vous voulez découvrir ces clubs, quand vous voulez découvrir ces compétitions, eh bien il ne faut pas chercher à comparer parce que vous êtes en train de comparer des choses qui ne peuvent pas l'être, ne serait-ce que sur le plan économique, ne serait-ce que par la puissance de ces clubs-là. Vous êtes des clubs qui sont à la merci d'autres clubs bien plus puissants qui les contrôlent parce que c'est eux qui détiennent les cordons de la bourse et qui leur permettent de continuer à exister tout simplement. Donc, venez découvrir ces championnats-là, venez découvrir ces clubs-là. Vous allez découvrir forcément des petits jeunes, des jeunes pépites parce qu'ils sont obligés de les faire jouer plus tôt, mais vous allez aussi découvrir d'autres choses. Mais voilà, essayez donc de sortir de cette notion de vouloir comparer parce que c'est un petit peu l'objectif de ce dossier, je le disais à l'instant. Rien, mais alors absolument rien n'est comparable et certainement pas les aspects économiques.